Et bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer quelques bases sur le Blueprint pour que vous ayez au moins une bonne base quand vous voulez créer toute la logique de votre jeu. Ça va permettre de gérer par exemple le déplacement du personnage, ouvrir des portes, ça va être toute la partie logique. Donc sans tarder, je vais vous montrer, juste petite précision, je réutilise le template third person d'Unreal Engine et je suis en version 5.4. Donc c'est parti, on va commencer par créer un répertoire, donc je suis content. Moi j'ai l'habitude de créer un répertoire underscore game qui va concerner en fait tous les scripts que je vais ajouter pour mon jeu. Donc dans game, on va créer un autre répertoire, donc pareil, clic droit, new folder, et on va l'appeler blueprints avec un S. Et on va pouvoir commencer par créer notre blueprint, donc en faisant clic droit, blueprint class, et on peut remarquer déjà que on a plusieurs choix de classe parente, c'est-à-dire de base pour notre blueprint. C'est-à-dire que si jamais je choisis actor, c'est le blueprint de base, il n'y aura absolument rien intégré dedans. Si je prends par exemple character, ça va être surtout les blueprints qui vont permettre le déplacement du personnage. Voilà, le game mode, c'est tout ce qui va être la logique du mode de jeu, mais ça on pourra en parler plus en détail plus tard. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un blueprint très basique, qui est la classe actor. Donc j'ai appuyé sur actor, et là vous allez pouvoir le nommer bp underscore test, par exemple. Ok. Donc pourquoi je mets BP en majuscule? Ça c'est la convention de nommage d'Unreal. Tous les fichiers blueprint doivent commencer par BP underscore de préférence, puis après le nom de l'objet. Voilà. Donc une fois que je suis dessus, donc je vais pouvoir double-cliquer sur le fichier et ça va m'ouvrir cette interface. Et là, on peut voir déjà notre blueprint, le viewport, qui, comme j'en avais parlé dans la dernière vidéo, c'est ce qui va permettre en fait de créer une mini-scène qui va représenter le blueprint. Donc c'est là où on va pouvoir ajouter tous les éléments, comme par exemple, je sais pas, on pourrait ajouter un cube. Donc pour cela, on va dans Component, tout à gauche, et quand on appuie sur Add, on va pouvoir ajouter des éléments. Donc là, je vais ajouter un cube. Et donc en ajoutant un cube, il apparaît dans la scène, logique. Et ce qu'on va faire, c'est que, donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de sauvegarder le blueprint et on va pouvoir le compiler. Ça, c'est toujours ce qu'il faut faire quand on modifie un blueprint et qu'on est sûr que le script est bon. On appuie sur compiler et si ça affiche une coche verte comme ça veut dire que le blueprint est prêt. Donc je sauvegarde, je diminue et puis après, je vais glisser-déposer mon blueprint dans la scène. Et on va voir que effectivement, ça va bien faire apparaître un cube. Ok? Donc je vais le déplacer un peu comme ça, je sauvegarde et je reviens sur mon blueprint. Et donc par exemple, vous allez voir que ce blueprint va être en fait répliqué en temps réel, c'est-à-dire que dès que vous allez compiler, ça va le réimporter dans la scène correctement. Donc par exemple, si je rajoute une sphère, voilà, tac, et je vais mettre la sphère un peu plus haut, comme ça. Donc voilà, c'est juste pour donner un exemple. Hein. Je compile, et on peut voir que dans la scène, ça a effectivement bien modifié mon blueprint. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la partie viewport, donc c'est là où vous allez pouvoir mettre tous vos éléments. Donc là, je vous ai montré surtout les mèches, mais ça peut être plein d'autres choses, comme par exemple des lights. C'est ce qui va permettre d'ajouter de la lumière. Donc là, si je mets light et que je sélectionne point light, par exemple, vous pouvez voir que ça va rajouter de la lumière. Donc je peux la mettre ici, par exemple. Et bon, là, on voit pas très bien, mais si je change la couleur, par exemple, donc dans la partie droite, on peut voir dans les propriétés light color, et je peux la mettre en vert, par exemple. Et donc là, on voit bien qu'il y a une réflexion verte sur la sphère. Et donc quand je sauvegarde et que je compile, on peut voir que dans la scène, la light a bien été importée. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple. Donc c'est bien, on peut faire des mini-scènes, on peut imbriquer des scènes entre elles. D'ailleurs, on peut aussi créer des blueprints dans des blueprints, mais bon, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être aussi la partie Event Graph. Et donc dedans, on a toute la logique du blueprint. Donc là, ce qu'on voit un peu en semi-transparent, c'est en fait des événements, donc des événements de base qui sont en fait, qui vont toujours apparaître quand vous allez créer un nouveau blueprint. Et en fait, là par exemple, Event Being Placed, c'est l'événement qui est appelé quand ce blueprint a été créé. Donc il y a aussi Event Actor Begin Overlap, ça c'est quand un objet va rentrer en collision avec cet acteur, cet événement sera appelé. Et Event Tick, c'est à chaque fois que le moteur de jeu va se rafraîchir, ça va l'appeler. C'est comme si on répétait indéfiniment une action. Ok, donc nous, ce qu'on va faire, c'est déjà afficher quelques messages pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc par exemple, pour être sûr que cet événement fonctionne bien, on va
on va glisser-déposer ce pin-là. Donc là, ce que vous voyez en blanc, c'est ce qu'on appelle un pin d'exécution. Ça veut dire que en fait, le script va s'exécuter à travers ce pin. Alors, je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez, j'ai glissé-déposé et ça m'a affiché ce panneau-là. Et c'est ce qui va me permettre de créer automatiquement un nouveau node, donc une nouvelle action dans mon script. Donc si par exemple, je marque print, vous pouvez sélectionner print string et ça va permettre d'afficher un message dans la console. Donc si je sauvegarde et que je compile, vous allez voir que comme l'instance a été créée, ça va m'afficher hello, hello. Donc habituellement c'est hello world, mais voilà, là ça sera juste hello. Donc là je lance et vous pouvez voir, ah, il y a bien le message hello qui s'affiche. Bon, pas très longtemps. Donc on peut augmenter la durée d'ailleurs. Donc la durée, alors ça c'est un truc intéressant aussi, c'est que vous pouvez parfois avoir dans vos notes des petites flèches qui vous disent que vous avez d'autres paramètres que vous allez pouvoir ajuster. Et notamment, il y a le paramètre duration qui est en fait la durée d'affichage de ce message. Donc là, elle était à 2 secondes. On peut mettre par exemple à 10 secondes. Et quand on compile, on va pouvoir retrouver notre message. Et là, ça va être affiché pendant 10 secondes. Voilà. Alors, donc ça c'est bien. On sait maintenant un peu comment ça s'exécute, mais bien évidemment, je peux afficher encore plus de nodes. Donc là, je vais en créer un autre. Je vais aussi faire un autre print string. Et là, je vais dire, par exemple, world. Et donc là, comme on peut l'imaginer, ça va afficher d'abord hello, puis world. Voilà, donc ça va bien dans ce sens. Donc on va pouvoir le relancer. Et donc là, on a bien hello world. Alors, il y a un autre truc intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, je vais augmenter la durée d'affichage. Hop. Mais quand vous voulez afficher des messages dans votre jeu, vous allez voir qu'en fait, c'est l'ordre des messages est un peu inversé. C'est-à-dire que d'abord hello s'est affiché, puis world. C'est pour ça que ça ne m'affiche pas hello world. Voilà. C'est parce que hello a été enclenché avant world. Voilà. Ok. Donc ça, c'était un peu pour l'exécution. Donc tout ça, c'est bien, mais ce qui nous intéressait aussi, c'est pouvoir avoir des valeurs dynamiques. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, si j'ai envie d'avoir un compteur de points, j'aimerais bien que cette valeur-là puisse varier. Et pour faire ça, je vais utiliser une variable. Donc tout à gauche, en bas, vous allez retrouver dans My Blueprint la section variable. Et dessus, quand vous appuyez sur plus, vous allez pouvoir créer une nouvelle variable. Et là, on va appeler cette variable point, donc les points. Et vous pouvez voir juste à côté que c'est de type booléen. Donc ça veut dire les variables type booléen, elles peuvent prendre soit d'état vrai ou faux. Mais nous, vu que ce sont des points dont on aura besoin, on va modifier ce type et on va le mettre en integer. Integer, donc en fait, ce sont les nombres entiers naturels. Donc si je le prends, donc là, alors, autre astuce, pour utiliser la variable, en tout cas pour récupérer la valeur, vous allez pouvoir glisser-déposer et après sélectionner si vous voulez récupérer la valeur ou si vous voulez l'affecter. Donc si vous voulez définir sa valeur. Mais il y a aussi un raccourci que je vais souvent utiliser, c'est contrôle glisser-déposer. Et quand je pose, ça va automatiquement récupérer cette variable-là. Mais si vous faites aussi glisser-déposer, vous allez pouvoir automatiquement avoir le node qui permet de définir cette variable. Ok, donc ça c'est bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compiler et on va aller sur cette variable-là et dans le detail panel, donc tout à droite, on peut voir que cette valeur va être à 0 par défaut. Donc c'est bien, on va commencer à 0 et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'incrémenter, donc de lui ajouter toujours 1. Ok, donc pour faire ça, on va pouvoir récupérer ce pin et après on va chercher le node increment in. Ok, donc quand je reprends le pin d'exécution et que j'amène ici, ce qui va se passer, c'est que point va passer de valeur 0 à 1. Donc pour vérifier ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un print de point juste avant et après pour montrer que effectivement la variable va changer. Donc pour cela, je vais reprendre le pin d'exécution juste ici, je vais faire print, et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ma variable point et que je vais le mettre dans le print. Et donc là, autre point intéressant, ce que vous voyez là, c'est un convertisseur de type de variable. Ça veut dire que là, ça passe de type int à type string. Et string, ce sont les chaînes de caractères. Ok ? Donc, une fois que j'ai ça, je vais faire la même chose. Je vais copier-coller, je vais la mettre juste là. Je vais reprendre le pin d'exécution et le mettre ici. Et je vais glisser-déposer l'integer ici. Et on va voir du coup, alors si vous avez bien compris le fonctionnement des blueprints, ce qui va se passer, c'est que ça va d'abord afficher 0. Et après, je vais ajouter 1.
à point, et après ça va afficher 1. Donc on va tester si ça marche bien. Tac. Et donc comme on peut voir, ça a d'abord affiché 0, puis 1. Voilà, donc ça c'était pour l'utilisation des variables. Donc après l'increment c'est bien, mais ce qui va nous intéresser aussi c'est pouvoir afficher, ajouter n'importe quelle valeur qu'on veut. Donc pour cela, au lieu de faire increment, on va pouvoir en fait additionner une valeur à cette variable. Donc si je fais plus, comme ça, et ben je vais pouvoir ajouter une autre constante, donc par exemple plus 5. Et en fait, tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de réaffecter la variable, c'est-à-dire je vais récupérer point ici, et je vais ajouter, je vais définir à point plus 5. Voilà. Et donc c'est pareil, je vais print comme cela. Donc le pin qu'on a ici permet en fait de récupérer la variable directement. Et donc je vais le print juste comme ça. Et donc si vous avez bien compris, ça va afficher 0, 1, puis 6. Donc voilà, on a bien 0, 1, 6. Donc ça, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle un opérateur, et vous allez couramment l'utiliser. Donc bien évidemment, on a l'addition, on a la division, on a la multiplication, et vous pouvez directement utiliser le symbole mathématique pour récupérer ce node. Ok, donc tout ça c'est bien. Maintenant, je vais vous montrer un peu le fonctionnement de l'eventic pour vous montrer à quel point c'est quand même assez rapide comme événement. Donc pour cela, je vais récupérer le print, je vais le mettre ici, et je vais demander à chaque tick d'afficher le message. Et vous allez voir qu'en fait, effectivement, ça va s'actualiser très rapidement. Donc quand je fais play, et vous pouvez voir le message s'afficher plein de fois. Voilà. Ok, donc ça c'était pour les deux événements de base. Après, rien ne vous empêche de créer votre propre événement. Donc par exemple, si je veux faire un événement pour pouvoir justement afficher toute ma série de calculs, et ce que vous pouvez faire, c'est faire clic droit, custom event, et ça va vous permettre de créer ce nouvel événement. Et par exemple, je vais l'appeler on process, donc pendant l'opération, je vais reprendre tout ce que j'ai là. Alors, je vais juste décaler ça, hop, et je vais le mettre ici. Ok, donc là, bien sûr, j'ai utilisé copier-coller, ça fonctionne aussi très bien dans le blueprint. Ok, et maintenant, si je veux appeler cet événement, je vais pouvoir drag and drop mon pin d'exécution et faire on process. Et il va le retrouver, il va retrouver l'événement. Voilà, donc si je compile, on peut voir que, effectivement, l'exécution fonctionne de la même manière, parce que je viens de réutiliser mon événement. Ok, mais il y a aussi une autre façon de factoriser son code, c'est-à-dire de l'organiser, c'est en utilisant par exemple les fonctions. Alors les fonctions, c'est des choses qu'on utilise souvent en blueprint, ça va nous permettre d'éviter de copier-coller notre code tout le temps. Donc, par exemple, pour créer une fonction, je vais pouvoir appuyer sur le bouton plus, juste là, et je vais pouvoir lui donner un nom. Donc là, on va créer une fonction pour additionner deux entiers. Donc ça va rester assez simple. Donc on va l'appeler addition. Voilà, on va rester très simple. Donc addition va prendre deux entrées, donc ce seront deux nombres entiers. Donc pour ajouter ces entrées-là, on va aller dans le panneau Details, juste à gauche, à droite, pardon, et après, vous allez pouvoir ajouter vos entrées. Donc, en appuyant sur le bouton plus, on peut ajouter une entrée, et on va l'appeler sobrement A, par exemple. Donc A, qui est aussi de type entier, et on va prendre un autre paramètre qu'on va appeler B. Pareil, B est de type entier. Ok, donc ce que je vais faire pour les additionner, ça va être très simple. C'est prendre A, appuie sur plus, add, je prends B, et après je vais devoir retourner cette valeur. Pour faire ça, c'est très simple. Je récupère le pin de sortie, je fais glisser-déposer et je fais return. Excusez-moi, non, c'est plutôt dans la fonction. Je vais rajouter une sortie, et cette sortie, je vais l'appeler C par exemple. Et donc C en fait va prendre la valeur de A plus B. Voilà. Bon, là c'est tout bête parce que c'est exactement le fonctionnement de ce node. Mais du coup, vous allez voir que on va pouvoir l'utiliser dans l'event graph. Donc quand je vais dans event graph, par exemple, alors je vais tout supprimer et je vais vous montrer juste l'addition. Et donc quand je vais faire glisser-déposer d'addition, je vais pouvoir retrouver le node que j'ai créé. Et donc là par exemple, je vais l'exécuter. Et là je vais dire par exemple 5 plus 4, ça va donner 9, normal. Et quand je prends C, là je vais bien retrouver 9. Et je vais faire print, je vais faire un print de ça. Alors, vu que c'est un entier, il va pas me le retrouver automatiquement. Alors, autre astuce, si vous voyez pas le node que vous cherchez, vous pouvez enlever aussi la coche case contexte sensitive. Et ça va vous permettre de trouver tous les nodes qui ne correspondraient pas au pin que je veux utiliser. Vu que print attend une chaîne de caractères, c'est pour ça qu'il me suggère pas ce node dans la liste des actions possibles. Donc là, je vais appuyer sur contexte sensitive et je vais utiliser print string. Ok, et donc là, ce qui va se passer,
comme vous pouvez vous en douter, ça va afficher 9 dans notre console. Et voilà, ça affiche 9. Ok, donc ça c'était pour les fonctions. Bon, il n'y a pas grand chose de compliqué, ça va juste vous permettre bien d'organiser votre code. Il y a aussi autre chose, il y a aussi les macros qui font grosso modo la même chose que les fonctions, sauf que ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir ajouter plus de pins d'exécution et ajouter la latence aussi. C'est parce que la latence, par exemple, attendre dans un script, donc ça se passe avec le node delay, et ben ça vous pouvez le faire uniquement dans les macros. Ça c'est un truc qui m'a bloqué pendant un petit moment, mais voilà, je vous le dis, ajouter de latente, ça ne peut se faire que dans des macros pour le moment. Ok, donc par exemple, on va créer un macro, donc c'est pareil, on va appuyer sur le bouton plus, et donc un macro, ça demande des entrées et des sorties. Donc je vais l'appeler par exemple, on va faire une attente par rapport à l'entrée qu'on a définie, donc wait x seconds. Et dans les entrées, je peux demander le nombre de secondes que je vais attendre. Donc par exemple dans input, je vais rajouter delay, ok. Et je vais aussi ajouter un pin d'exécution parce qu'il ne se met pas automatiquement. Alors on va l'appeler in et on va prendre l'entrée exec, ok. Et en sortie, on va juste mettre un pin d'exécution. Out, out, ça. Et du coup, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est quand on prend in, on va pouvoir attendre. Donc, pareil, je reprends le même delay. Et on va attendre combien de temps? Le nombre qu'on aura défini dans delay. Ok? Et quand c'est terminé, je mets dans output. Et donc, en fait, ça, c'est exactement le même fonctionnement de delay. Mais c'est juste pour vous montrer à quoi ressemblent les macros. Donc, je récupère mon macro. Et là, comme vous pouvez voir, il y a une horloge. Et ça veut dire que, ce node peut prendre un peu de temps pour pouvoir s'exécuter. Ok. Et donc, finalement, pour l'utiliser, ce que je vais faire, c'est donc je vais supprimer tout ça, juste le delay, et entre process et addition, j'ai envie d'attendre par exemple 1 seconde. Donc pour faire ça, je reprends mon in et mon out, et je mets 1 par exemple. Ok? Donc j'exécute, je compile, et on va exécuter ça, et on peut voir qu'effectivement je viens d'attendre 1 seconde pour pouvoir exécuter cette partie de mon script. Voilà. Et donc, comme vous avez pu le voir, dans ce macro, alors, autre astuce pour pouvoir accéder directement à ce contenu, au contenu du macro, vous pouvez double-cliquer dessus et ça va vous afficher automatiquement son contenu. Donc après, voilà, l'autre intérêt, c'est que vous pouvez ajouter autant de pins d'exécution que vous voulez. Donc, alors là, je vois pas trop de cas où on pourrait utiliser, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose d'assez utile que vous pourrez utiliser plus tard. Ok, alors là, on a un peu joué avec les variables, les fonctions, les macros, mais ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est directement interagir avec les éléments de mon blueprint, je veux dire les composants. Donc par exemple, ce que je voudrais faire là, ça serait du coup effacer, rendre invisible la sphère. Et donc pour cela, je vais récupérer directement mon composant comme si c'était une variable. Donc je fais CTRL, je prends la sphère, je fais glisser-déposer. Et en fait, la sphère va s'afficher dans mon event graph. Ok, donc pour rendre la sphère invisible, c'est très simple. Je fais glisser-déposer de la pin de la sphère. Et après, je vais faire set visibility. Voilà. Alors ça, vous voyez, en plus, ça m'a repris la variable sphère. Mais vu que je viens à peine de l'utiliser, je vais pouvoir supprimer celle-là. Et du coup, je vais pouvoir définir sa nouvelle visibilité qui sera en fait à faux. Alors la case n'est pas cochée, c'est faux. Ok, donc quand je prends out et que je mets dans visibility, vous allez voir que ça va attendre. Par exemple, là je vais mettre 3 secondes pour qu'on le voit bien. Donc au bout de 3 secondes, ça va rendre la sphère invisible. Ok, donc c'est parti, exécutons ça. Donc là on voit la sphère est visible, et là, comme par magie, elle est invisible. Voilà, donc c'est pour vous montrer un peu comment on peut interagir avec les composants. Donc ce sera tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Si mes tutoriels en Unreal Engine vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et surtout, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre en commentaire. Et peut-être je ferai d'autres vidéos pour répondre à votre question à l'occasion. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel.